Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la soloparentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une émotion non dissimulée que je vous retrouve pour ce double épisode qui signe la fin de la première saison du podcast. J'en profite pour vous remercier infiniment pour votre soutien qui m'est très précieux et qui me permet de continuer ce projet, même si on va pas se mentir, entre ma vie de maman solo et mon boulot à plein temps, c'est parfois un vrai challenge de trouver le temps et l'énergie pour produire de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je reçois à mon micro une personne que j'avais en tête d'interviewer depuis la création du podcast et cette personne, c'est Jade. J'ai beaucoup de mal à trouver les mots pour vous présenter cet épisode, tellement les émotions ont été multiples et parfois intenses pendant l'enregistrement. Au-delà des nombreux obstacles qu'elle rencontre dans le cadre de son parcours de PMA et qu'elle raconte avec beaucoup d'humour, Jade va devoir faire face à l'un des événements les plus traumatiques qui soient, à savoir la perte de son bébé, Samuel, à presque 8 mois de grossesse. Elle nous parlera donc de cet événement, de la période de deuil qui a suivi, de la recherche des causes de cet accident et de sa grossesse dite arc-en-ciel. Vous l'aurez compris, nous allons parler ici du deuil périnatal. Je vous invite donc vraiment à prendre soin de vous et à n'écouter que si vous êtes sûr d'être dans de bonnes dispositions pour le faire. Je vous laisse donc avec cet épisode en 2 parties. Ceci est la première partie de son récit. Bonne écoute! Bonjour Jade, comment tu vas? Bonjour Marion, je vais pas trop mal. Et toi? Moi, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi ce soir. Alors, je vais pas forcément en dire beaucoup plus sur ton histoire, à part que je crois qu'on peut dire que tu as eu un vrai parcours de la combattante des tout débuts jusqu'à maintenant. Et je sais que ton parcours, c'est des parcours qui sont très importants de partager, que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes, notamment qui peuvent vivre des choses ou avoir vécu des choses similaires et se retrouver dans des témoignages comme le tien. Je précise qu'au moment où on enregistre, tu es très très enceinte. Exactement. Que tu devrais accoucher de façon imminente. J'espère pas pendant l'enregistrement. Et quand l'épisode sortira, peut-être que ton enfant passera le bac, vu la vitesse à laquelle je vais en ce moment pour produire des épisodes, mais c'est pas grave. Voilà, moi, je vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Le mieux, c'est que je te laisse prendre la parole et que tu commences notamment par nous dire qui tu es, dans quelle famille tu as grandi et comment toi tu projetais ta vie de famille. Alors, je m'appelle Jade, j'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis noire, née en France, française d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville, que j'habite à Nantes, team LA44 en force. Il y en a beaucoup chez les mamans solo. Exactement, très contente d'appartenir à cette communauté au niveau local. Au niveau de ma famille, alors moi j'ai grandi dans une famille à la fois tradie et à la fois atypique. Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. Sur les 6 enfants, il y en a 4 qui ont été adoptés. Et moi je fais partie de la minorité enfants biologiques. Donc du coup pour moi le faire famille, ça a toujours été aussi bien la filiation adoptive que la filiation biologique. L'adoption, c'est pas un plan B, ça voilà. Ça a toujours fait partie de mon existence. Plutôt une famille hétéronormée classique, même si avec la double culture française et congolaise, parfois il y a un peu le choc des cultures, parfois ça se rejoint, mais avec un père quand même assez absent, notamment pour des raisons professionnelles. J'ai aussi eu, dans certains épisodes de ma vie, le modèle d'une maman, l'équivalent d'une maman célibataire, quoi, qui nous a élevés malgré le fait que mes parents soient mariés et tout ça, mais mon père était absent, pas toujours sur le même continent que nous, donc du coup j'ai toujours voulu avoir des enfants. Pour moi c'était une évidence, d'autant que ça fait un peu stéréotypé, mais oui, dans les familles africaines on est nombreux, il y a toujours des enfants autour de nous, donc on pouponne très tôt
Et on se pose pas tellement de questions, ça reste c'est une évidence. Mais par contre, j'ai toujours eu en filigrane le fait que si je trouvais pas le bon partenaire de vie, je pourrais me lancer en solo. Ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur. Il y a des moments où ma mère nous a élevés à 6, comme une mère célibataire, et elle s'en est sortie, on s'en est tous sortis. Donc c'est possible. Du coup, c'était pas une crainte, et c'était pas non plus un souhait par défaut. Pour moi, tout se valait, que ce soit en solo ou en couple, par adoption ou par enfant naturel. Pour moi, le plus important vraiment, c'était d'être mère. Et tu dis donc que ça a toujours fait partie des options pour toi. Est-ce que c'était quelque chose sur lequel ta famille était ouverte justement? On pourrait se dire que dans des familles africaines, alors peut-être que c'est un cliché que j'ai, hein, mais que ça fait pas partie des choses qui sont communément promues, admises. Qu'est-ce qu'il en était de ta famille à toi? Alors, du côté de ma famille, en fait, alors la manière dont je l'ai faite, ça les a un peu choqués au début, Ouais. Mais pas forcément dans le mauvais sens, mais plutôt, alors, moi, je vais parler pas forcément de toute la communauté africaine, mais plutôt du Congo-Brazzaville que je connais bien. Ouais. C'est vrai qu'on a vraiment tendance à sacraliser la famille, et c'est vrai que c'est important d'être mariée, parce que la fille passe de l'autorité de son père à celle de son mari. Même si j'ai de la chance que parmi les ethnies de mes parents, il y ait des ethnies matriarcales, donc la femme a quand même un vrai pouvoir de décision dans le foyer et concerté. Mais voilà, le couple reste quand même la norme. Néanmoins, on voit quand même arriver depuis plusieurs années et décennies le fait que des femmes font des enfants seules, mais plutôt à faire des enfants avec un homme. Alors pas forcément dans le dos d'un homme, mais si plus ou moins d'un commun accord. Les gens font des enfants, les hommes ne reconnaissent pas toujours, mais du coup ça permet à la femme d'avoir un enfant. Oui, Voilà. ça se fait pas par la PMA, ça se fait tout en naturel. Exactement, Ouais. exactement. Et c'est pas choquant de se dire, elle a fait un enfant avec un tel. Il y a quand même beaucoup de gens autour de nous où on a des mères célibataires, on sait qui sont les pères, mais les pères ne font pas partie de la vie des enfants par choix. Soit ils les ont reconnus vraiment, mais volontairement ils ne font pas partie, soit c'est pas reconnu, mais voilà, on sait que c'est le père, mais du coup, c'est pas tabou du tout dans la société, bien au contraire, on préfère avoir une mère célibataire qu'une femme sans enfant. Du coup, c'est vrai que moi, la manière dont je l'ai amené, les gens n'ont pas tout de suite compris en me disant non mais pourquoi tu prends pas le premier venu et tu fais ton affaire, ou au contraire, on peut te trouver un homme avec qui faire un enfant, il n'y a pas de problème. Il y a des candidats à l'appel, c'est pas un souci, et même pour les hommes, pour eux, faire des enfants avec des femmes avec qui ils ne seront pas en couple, c'est pas un problème, quoi. Et du coup, le déclic pour toi, ça a été quoi pour te lancer? Alors pour me lancer, moi ça a été un peu avant le confinement, en 2019, où je me suis retrouvée célibataire. J'avais eu 2 longues relations et 2019, j'étais en couple avec un père célibataire de 2 enfants. Je faisais vraiment partie intégrante de la vie de ces 2 petites filles. Et puis finalement, on a décidé de se séparer lorsqu'il était question effectivement de faire un enfant ensemble. Finalement, après réflexion, il voulait pas de troisième. Et moi, je m'interrogeais quand même avec mon poste à responsabilité, énormément de déplacements. Est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans la maternité, en tout cas à ce moment-là? Et puis finalement, en tant que célibataire, je me suis investie dans mon travail. J'ai aussi mené ma réflexion et je me suis dit, oui, je veux cet enfant et pas qu'un seul. Et je me suis dit, mais là, j'avance, quoi. Finalement, tu as toujours eu l'option de le faire en solo. Ne te remets pas en couple parce que je fais pas un enfant forcément avec le premier venu. J'ai besoin de temps, de confiance, d'installer, de tout planifier. Ça, c'est mon côté un peu rigide, euh, de tout C'est pas organiser. rigide, c'est organisé. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de te relancer sur les sites de rencontres, ainsi de suite, focalise-toi sur toi et sur comment tu pourrais enclencher cette grossesse et accueillir cet enfant. Et à partir de là, j'ai tout mis en place. J'ai acheté un appartement avec 3 chambres. Bon, je cherchais pas aussi grand à la base, mais l'opportunité a fait que. J'ai changé de voiture parce que j'ai une chienne, donc je me dis entre la cage de transport, la poussette, ce genre de choses, ça va être compliqué. Professionnellement, j'ai stabilisé les choses pour pouvoir ralentir le rythme aussi quand même. Le moment venu et trouver mon rythme parce que je suis manager, donc trouver le rythme avec mon équipe.
Ok. Donc ça a été voilà toute la partie logistique un peu. Et puis je me suis aussi du coup préparée physiquement, psychologiquement, mentalement. Ça n'a pas Parce que été une du mince coup, affaire. pour remettre un peu donc ça, 2019, tu te dis bon, je vais me lancer. Tu inities tout ce que tu viens de nous dire. Donc bon, ça c'est l'aspect logistique qui était prêt. Et du coup, comment t'as organisé les choses derrière? Est-ce que tu avais commencé les démarches avec une clinique? Est-ce que tu avais dans quel ordre t'as fait les choses en fait? Alors du coup, 2020, là pour le coup, je me suis vraiment consacrée à la préparation mentale, physique et effectivement les cliniques. Très clairement, ça a été une préparation physique parce que j'ai toujours eu des problèmes de fertilité. J'ai été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK, la veille de mes 21 ans. D'accord. Un SOPK assez sévère. Donc, du coup, moi, on m'annonce, j'ai 21 ans, enfin, à la veille de mes 21 ans, bah voilà, ce qui arrive, c'est que ça va être. Le gynéco, il est assez honnête en me disant, vous pourrez avoir des enfants, mais ça va être compliqué. Et sachez tout de suite que vous aurez un parcours de PMA. Ok. Parce que la probabilité pour que ça arrive naturellement, dans mon cas, elle est assez faible. Tu penses que ça a joué dans le fait que la PMA a été dans les options que tu avais ou pas du tout pour faire un Oui, enfant? ah bah oui, Ouais. oui, très clairement, parce que je savais que même en couple, j'allais devoir y passer. Je savais que je ne pourrais pas faire un bébé couette. C'était voilà. Donc ça a aussi joué sur mes relations, parce que voilà, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a le projet d'enfant, il faut aussi prévenir son partenaire que bah, le bébé couette, la probabilité, elle est quand même de zéro. Et pour entamer un parcours PMA en couple, moi, pour l'avoir fait, il faut que le couple soit solide. Donc c'est hyper important. Donc du coup, voilà, pour moi, ça faisait partie du paysage, en solo ou en couple. Donc peu importe la décision, je savais que je devais y passer. Du coup, il y a ce premier épisode, 21 ans, syndrome des ovaires polykystiques. 27 ans ou 28 ans, je suis en couple depuis un petit moment. Le bébé couette ne marche pas. Du coup, on envisage de faire un bilan de fertilité. Et là, deuxième coup de massue, j'apprends que j'ai une trompe qui est bouchée. J'ai subi une intervention quand j'étais plus jeune qui, au final, m'a laissé des adhérences sur une trompe et du coup, qui se débouchera pas non plus. D'accord, oui, parce que parfois tu peux la déboucher. C'est ça. Et là, on me dit clairement non. On me dit, bah, syndrome des ovaires polykystiques, l'obésité, il faut perdre au moins 10% de votre poids. Ma trompe gauche est bouchée et c'est mon ovaire gauche qui fonctionne. Sauf que voilà, la trompe droite n'est pas bouchée, mais l'ovaire droit ne fonctionne pas. Donc là, ok, donc les médecins essayent d'être rassurants en disant oui, mais parfois, vous savez, la nature, l'autre trompe va aller aspirer Ouais. l'ovocyte. Voilà. Bon, la probabilité pour que ça arrive est quand même assez faible. Et là, en parcours PMA, donc à ce moment-là, en couple, on me dit déjà, il faut que vous ayez des ovocytes de bonne qualité, il faut ovuler. Ensuite, il faut que la trompe, bah, de l'autre côté, aille aspirer. Enfin, ouais, au bout d'un Ça commence à moment, faire beaucoup d'obstacles. c'est ça. Et du coup, le gynéco donc, me dit, bon, éventuellement, on peut tester une ou deux inséminations, mais je vous cache pas que voilà, ce serait une perte de temps. Vous concernant, une fécondation in vitro, ce sera pas plus mal. Et en parallèle, on apprend que mon conjoint de l'époque, bah lui, en fait, les spermatozoïdes sont assez feignants, n'ont pas la bonne forme, la totale, quoi. Hein, donc FIV, ICSI, quoi. Donc là, je plonge davantage dans le monde de la PMA, je m'enseigne. Et puis finalement, pour plein de raisons, notre couple s'arrête. Moi, voilà, je passe à autre chose, continue mon chemin. Je me sens pas prête à être mère. Donc à ce moment-là, j'avais privilégié ma carrière en me disant, bah, de toute façon, j'ai le temps foutu pour foutu. De toute façon, ce sera une FIV. Donc avance, en tout cas, fais avancer un pan de ta vie. Bon, après, j'ai été en couple à nouveau et ainsi de suite. Et du coup, en 2020, toute la partie logistique est en place. Mais je sais que médicalement, physiquement, moralement, il va falloir que je me prépare aussi. Parce que avec tout, voilà, tous ces obstacles, il y en a un dernier que je n'ai pas cité, puisque du coup, à ma rupture, j'entame des examens médicaux parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'avais essayé de perdre du poids et c'était compliqué. Et donc là, je consulte un endocrinologue et après plusieurs examens, il m'annonce que j'ai une résistance à l'insuline.
Donc là, je me dis, oh là, misère, encore un autre truc hormonal C'est du qui va être diabète compliqué. ou... Alors, c'est l'équivalent d'un prédiabète. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la résistance à l'insuline, qui est d'ailleurs souvent couplée avec un SOPK et de l'obésité, c'est que donc encore notre cerveau voilà, dérègle au niveau des hormones et demande au pancréas de fabriquer plus d'insuline en fait au mauvais moment. Donc, ce qui fait que notre taux de sucre normalement est bon, mais le taux d'insuline il crève le plafond et voilà, c'est compliqué parce que pour faire simple, quand on mange voilà sur 4 heures de temps, l'insuline va se déclencher à partir d'une heure et demie, 2 heures. Pour voilà, transformer tous nos aliments en vitamines, en nutriments, et ensuite, avec la sensation de satiété, nous donner faim 4 heures plus tard, quoi. Et ce qui se passe, moi, c'est que les analyses révèlent que, en fait, au bout d'une heure, mon pancréas croit qu'il est déjà en retard, donc il carbure. Il en produit quasiment 3 fois plus que la normale. Donc, il détruit tous mes aliments, quoi. Donc, c'est une des raisons qui fait que j'étais carencée de partout, que j'étais fatiguée. Il stocke rapidement en graisse. Donc, il fait travailler le foie beaucoup plus rapidement, les reins aussi. Donc, il n'y a rien qui va, quoi. Ouais. Et du coup, t'as faim. Voilà, exactement. Et j'ai faim. Et donc, c'est un cercle vicieux parce que il y a l'obésité avec le SOPK et en même temps, les traitements pour traiter le SOPK, c'est les pilules qui font aussi grossir. Et du coup, c'est sans fin. On a beau faire des efforts, ça marche pas. Moi, j'ai fait énormément de suivi, de régime. J'ai beau faire du sport, ça ne marchait pas. Et là, on m'annonce, bah oui, t'es résistante à l'insuline, donc effectivement, tous les efforts que tu peux faire, ça marchera pas, quoi. Et donc, j'ai un endocrinologue qui m'explique voilà bien les choses et qui me met sous traitement, qui me met sous metformine et qui me dit très clairement c'est un antidiabétique parce que le propre de ce médicament, c'est de régler votre glycémie, donc un bon équilibre entre le taux de sucre et le taux d'insuline. Et les diabétiques ont un problème avec le taux de sucre, mais vous avez un problème avec votre taux d'insuline qui est beaucoup trop élevé. Et du coup, là, ça devient miraculeux parce que je commence à perdre du poids. En 2016, je perds 10 kilos. Je revis, je retrouve une fonction ovulatoire. Donc, autant dire que je me suis dit au miracle. Mais voilà, c'était pas assez. Voilà, je me sépare, je déménage, je prends un poste à responsabilité. Donc, je suis toujours un peu en surpoids, mais voilà, j'ai quand même l'espoir de me dire, bon, bah, ok, je n'ovule pas souvent, mais ça m'arrive. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, en 2020, je me dis, bah, pour mettre toutes les chances de mon côté, il faut vraiment que je perde du poids. Ok. Mais voilà, vraiment, je me dis, il faut vraiment que je m'y attelle. Il faut que je me prépare aussi à être maman solo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Comment ça se passe? Donc, je fais connaissance de l'association, du groupe Facebook. Donc, voilà, j'échange beaucoup, je lis des témoignages. Et je commence aussi à me renseigner sur les cliniques. Donc, vraiment, tout 2020, je me consacre à ça. Je finis par perdre 15 kilos supplémentaires. En tout, je suis à -25 sur la balance. Je trouve un gynéco PMA friendly et maman solo friendly qui accepte de me suivre à l'étranger parce qu'à l'époque, c'est pas légal. Et donc, je vais le voir et puis je lui dis, bon, ben voilà ce que j'envisage de faire, mais pas tout de suite. Avant, j'ai prévu de perdre du poids. Je sais ce que je veux. Ce sera une FIV. Et voilà, ce sera à l'étranger. Et en cheminant, et notamment grâce à l'association et aux témoignages, je finis par choisir le Danemark. Donc, ce gynéco me dit, bon, bah, ok, d'accord, j'accepte de vous suivre. Je repars dans ma préparation mentale et physique. Et du coup, on est toujours entre deux confinements. J'essaie d'organiser les choses aussi professionnellement. Ça tombe au bon moment. Du coup, je finis par contacter 2 cliniques au Danemark. La première parle pas français. Après, je me débrouille assez bien en anglais, donc ça a été. Ouais. Mais je sens que voilà, c'est standardisé et je me sens pas prise en compte. Et la deuxième clinique, par contre, j'ai rendez-vous aussi bien avec le médecin qu'avec une infirmière. Les deux parlent français. Avec la médecin, on discute vraiment de mon cas parce qu'elle prend vraiment en compte le fait que j'ai un SOPK. Elle tient à avoir des examens complémentaires et à avoir un courrier de mon endocrinologue qui me dit que c'est OK, parce qu'il faut savoir qu'avec une résistance à l'insuline, la metformine n'est pas compatible avec la grossesse. Donc, ça D'accord. suppose un diabète gestationnel. Et en fonction de la résistance à l'insuline qu'on peut avoir avant, dans de très rares cas,
le diabète gestationnel s'installe et même après l'accouchement, les femmes peuvent devenir diabétiques de type 2. Donc, c'est pas neutre d'engager une grossesse. Donc, elle me dit, bah voilà, au niveau du bilan de fertilité, certes, j'ai des choses. Moi, au niveau SOPK, je voudrais plus de choses et surtout, je voudrais un courrier devant votre endocrinologue concernant effectivement cette résistance à l'insuline, ce qu'il est prévu de mettre en place. Donc, c'est là où je me dis, bah voilà, je me sens considérée. Et je sens qu'elle prend mon cas au sérieux et elle me dit très clairement, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je vous donnerai le protocole, les ordonnances. Et ensuite vient l'échange avec l'infirmière. C'est un échange assez court, mais du coup qui pose les questions sur les raisons de mon choix, sans pour autant être jugeante, mais juste voilà pour savoir. Et ensuite, on en vient au choix du donneur, puisque bah voilà, je suis noire de peau. Et du coup, je me dirige vers le Danemark. Alors certes, les banques de sperme danoises sont très bien loties, mais on est en pleine période de confinement, donc c'est un peu compliqué. Et la clinique a aussi sa propre banque de sperme. Quand tu dis que les cliniques danoises sont très bien loties, c'est qu'elles ont des donneurs noirs par rapport Oui, à d'autres? Ouais, d'accord, c'est ok. ça. Elles ont des donneurs ethniques, elles arrivent à avoir des donneurs d'ethnies différentes, quoi. Ok. Elle me pose la question sur le donneur. Alors, je lui dis déjà, effectivement, je veux un donneur non anonyme. Ensuite, la deuxième chose, c'est je ne veux pas choisir le donneur, très clairement. Moi, j'ai clairement pas besoin de le personnifier. Le côté un peu catalogue me dérange un peu, mais c'est surtout que voilà, enfin pour moi, ça n'a aucune importance. Qu'il soit diplômé, qu'il soit musicien, artiste dans l'âme, ou qu'il soit beau gosse. Enfin, j'ai envie de dire, bon, donc il est, c'est sûr pas laid, ok, mais bon, voilà, je m'en fichais un peu. Donc j'ai dit, ben voilà, moi ça, je veux pas savoir, je veux que vous choisissiez pour moi. Par contre, il faut absolument qu'il soit non anonyme. Ensuite vient la question de la couleur de peau de ce donneur. Gros sujet qui avait fait l'objet d'une préparation en amont aussi, comme je le disais, hein, moralement, psychologiquement. J'avais besoin de me situer. Et ça a été une évidence pour 3 raisons. Donc j'ai choisi un donneur caucasien, donc un donneur blanc. La première des choses, c'est que j'ai toujours été en couple avec des hommes blancs. Donc c'est vrai que je me suis dit, bah, si je dois me remettre en couple, parce que c'est pas parce que je fais un enfant solo que j'ai prévu d'être célibataire jusqu'à la fin de ma vie. J'aimerais bien voilà retrouver quelqu'un, voilà, famille recomposée. Donc je me dis, disons que ce sera beaucoup plus cohérent avec un enfant métis. La deuxième raison, on va pas se mentir, c'était une question de racisme. Ouais. Aujourd'hui, il est présent en France. Je me suis dit voilà, un enfant métis subira moins de racisme qu'un enfant noir. Certes, il en subira, mais beaucoup moins. Et la troisième raison, ça a été une question de disponibilité des paillettes, puisqu'à ce moment-là, quasiment toute l'Europe était confinée. Donc, elle m'a dit, même pour des donneurs ethniques, c'est compliqué en fait. Après recherche, il y en avait quasiment pas et le prix était beaucoup trop élevé. Donc, j'ai dit, déjà, rien que pour les 2 premières raisons, Est-ce que tu veux voilà. dire que le prix du sperme de donneurs racisés est plus élevé que Alors, du sperme de caucasiens? moi, au moment où j'ai fait ma PMA, c'était le cas. Alors, est-ce que c'est le confinement qui a fait ça? Je saurais pas le dire, mais c'était le cas. Donc très clairement, ils m'ont dit bon ben voilà les prix. Ce sera déjà pas notre propre banque de sperme parce qu'on n'a pas, mais Ouais. voilà les prix aussi bien Cryos que SB, il y en avait quasiment pas et oui, ça coûtait cher quoi. D'accord, Et ok. certaines paillettes étaient déjà réservées. Donc je me suis dit bon voilà, c'est le dernier argument qui me convainc que donneur caucasien, ça me convient. Le fait d'avoir un enfant métis qui n'est pas la même couleur de peau que moi ne me dérangeait pas. Dans ma famille, il y a du métissage. Donc, pour moi, il n'y avait aucun obstacle. Et finalement, ça n'a pas été un grand sujet. Donc, l'entretien s'est passé autour de ça. Et puis aussi de me connaître un peu. Elle voulait me trouver un donneur qui avait plus ou moins un parcours similaire au niveau du niveau d'études, ce genre de choses. Et puis, elle voulait quand même que je donne quelques critères physiques. Le seul critère qui me tenait à cœur, c'était la taille. Je voulais quelqu'un de grand pour mon petit mètre 57. Parce que j'ai toujours été en couple avec des hommes très grands, hein, un bon mètre 90, hein, quand même. D'accord, ok. Donc voilà, donc j'ai toujours été attirée par les hommes grands, donc c'était vraiment le truc. Et là, elle me dit, ah non, mais ça va pas être possible. Enfin, no way, vous êtes trop petite, donc on va pas s'embarquer là-dessus. Donc bon, je négocie 1,80 m. T'avais Voilà, demandé 1,90 m? oui. Ah ben oui, les donneurs, quand ils disaient c'est 1,75 m, 1,95 m, donc je lui dis je veux grand. Donc après j'ai dit bon, voilà, moi j'aime bien 1,90 m, ouais. Elle me dit, et là voilà, non, l'infirmière me dit c'est pas possible, ça va pas être possible. Donc, ok. La couleur des cheveux, vous savez, je suis noire, j'ai les cheveux noirs, j'ai les cheveux crépus. Donc j'ai un peu envie de vous dire,
au niveau du phénotype, j'ai bien conscience que c'est le mien qui va l'emporter, hein, couleur des yeux, couleur des cheveux. Il aura sûrement les yeux marrons, les cheveux marrons, quoi. Donc, on en rigole beaucoup avec l'infirmière, mais c'est vrai qu'elle tient quand même à ce que je fasse ses choix. Et puis, gentiment, elle me dit, bon, bah, alors forcément, on a des blonds. Ok, d'accord, pas de souci. Et les yeux, je lui dis, mais voilà, là, c'est pareil. Enfin, voilà, j'ai les yeux marrons. Alors, certes, marron clair. Pour une noire, c'est vrai que c'est pas fréquent. Les gens me le font remarquer, mais je me dis, mais voilà, au stade où j'en suis, comme je dis, mon phénotype va l'emporter sur le toit, hein, sauf miracle. Et donc, elle me dit, bon, je vais vous choisir un homme aux yeux verts. Bah, banco. Banco, donc, ok, d'accord, pas de problème, va pour les yeux verts. Et elle rigole, elle me dit, bon, on verra à la sortie, parce que voilà, son français était, voilà. Donc, oui, je comprends. Ah oui, à la naissance. Ok, d'accord, oui, oui. On verra. On verra à la naissance, effectivement, ce que ça va te donner comme métier. Et donc, du coup, voilà, on clôture cet entretien qui, au final, médecin et infirmière aura duré 50 minutes à peine, mais qui me rassure. Donc, je fais les examens complémentaires. Je me lance comme prévu. Enfin, j'ai eu une chance inouïe parce que je sortais de pilules en continu pendant des années. Le cycle d'après l'arrêt de la pilule, je retrouve des règles normales. J'arrive à faire tous les examens en un laps de temps assez court. Mon endocrino se rend disponible, mon gynéco aussi. Donc, quand j'envoie les examens, dès le lendemain, je reçois l'ordonnance et le protocole pour la stimulation, quoi. Donc, je vais voir mon C'était gynéco. quand ça dans ton cycle C'était dans le temps? fin mars 2021. Donc, début avril, je vais voir mon gynéco. Je lui dis, bon, voilà, l'ordonnance. Il regarde, il dit, oh là là, mais vous avez une sacrée dose de cheval quand même. En France, on ne vous aurait pas prescrit autant, surtout pour une première stimulation. Mais bon, ils savent ce qu'ils font, donc on fait confiance. Et finalement, ça me convenait bien parce que c'était un protocole où les Danois sont plutôt pour, malgré la stimulation, laisser faire la nature quand même. Donc, pas de prise de sang. Et je crois que j'ai eu 2 ou 3 échographies, c'est tout, quoi. Ok. Et du coup, donc, le cycle d'après, avril, ça tombait bien parce que début mai, j'avais posé 15 jours de vacances. Et on est confiné en plus, donc c'est top. Je suis en télétravail. Donc, j'entame ma stimulation la dernière quinzaine d'avril. Et tout se passe, mais très bien. J'avais aussi beaucoup lu sur le fait que, voilà, les hormones, les effets indésirables, les effets secondaires. Et en fait, mais moi, je ne ressens strictement rien. Mon quotidien ne change pas. J'encaisse mes doses de cheval. Alors, j'avais de l'appréhension pour les piqûres quand même, parce que c'est pas trop mon truc. Mais une fois la première passée, avec les tutos sur YouTube, finger in the nose. Du coup, voilà, je fais ma stimulation, entrecoupé des échographies. Je réagis très bien. Le protocole, finalement, qui m'a été annoncé jour par jour est respecté à la lettre. Et donc là, on me dit, bon, bah, c'est bon, voilà, vous pouvez prendre votre billet, réserver votre chambre d'hôtel et puis venir à Copenhague. Donc, Ok. ça a été un peu particulier parce que c'était, bah voilà, on était confinés. Donc, il fallait avoir son attestation, motif Ouais. impérieux, motif médical. Donc, ils m'ont fait le truc en danois. Je suis heureusement à l'aéroport de Nantes. Ils n'ont pas trop compris, mais bon, je suis passée. Je suis passée. Du coup, voilà, j'arrive au Danemark. Donc, j'avais prévu de rester 6 jours. Oui, parce que tu as le jour de la ponction C'est ça. et après, t'attends d'avoir des embryons à J5, donc 5 jours plus tard pour faire un Alors, du transfert, quoi. coup, voilà, moi, ils m'ont préconisé un embryon frais à 3 jours. D'accord. Donc, voilà, j'arrive, je me pose. Le lendemain, je vais à la clinique qui est à 500 mètres de l'hôtel. Donc, je subis la ponction. Les anesthésies générales, c'est pas leur truc. Non, c'est la nature dans ce pays-là, donc Voilà. Donc, du coup, on donne un petit antidouleur et puis on me dit si vraiment ça devient compliqué, on vous donnera de la morphine. Et là, on voit le truc avec la message avec une aiguille à tricoter. Et là, on se dit ah oh misère, c'est ça en fait. J'avais fait de la sophrologie, donc voilà, j'ai des exercices de respiration. Premier ovaire qui réagit et qu'on n'attendait pas du tout, l'ovaire droit, 10 follicules. Donc franchement, tout le monde est aux anges, c'est top. Sauf qu'à un moment donné, j'en peux plus quoi. Enfin, bah ouais. Et du coup, oui, toi, tu vis tout ça parfaitement consciente, tu sens tout, oui, voilà, exactement. Donc, à un moment donné, les exercices de respiration, la sophrologie, j'allais dire, va courir. Là, j'y arrive plus. Et l'infirmière qui est à côté qui me dit, non, mais vous avez fait elle me dit, good job, parce que d'habitude, les femmes demandent plutôt. Et là, je m'étais dit, mais en fait, t'as fait ta guerrière, mais en fait, ils s'en foutent, quoi. T'as souffert pour rien. Donc, du coup, je lui demande de la morphine.
pas de souci, elle me laisse respirer, et puis c'est assez rapide, ça a effet assez rapide. Donc là, on me dit, on passe à gauche, et puis alors l'ovaire gauche qui joue à cache-cache, donc elle est obligée de m'appuyer dessus, et puis voilà, non mais j'en peux plus, quoi. Elle me redonne une autre dose, et donc on repart à la recherche de l'ovaire perdu, hein, et on ponctionne 6 follicules. Donc là, je me dis, oh, 16, c'est top. Et donc, une fois les 16 follicules ponctionnés, on me laisse m'allonger 2 heures tranquillement. Et il faut absolument uriner à ce moment-là avant de pouvoir partir et de rentrer. Et c'est à ce moment-là que là, par contre, ouais, les douleurs s'installent, quoi, hein. Alors, certes, on m'a donné des antidouleurs, mais autant avant la stimulation, j'avais rien senti. Sauf que là, voilà, les ovaires ont quand même été mis à rude épreuve. Donc, je rentre à l'hôtel et je suis KO, quoi. Et puis là, bah, comme pour toutes celles qui sont passées par là, hein, le tic-tac commence, quoi, de se dire, bon, bah, ok, il y a 16 follicules, mais il y a combien d'ovocytes, combien vont être fécondés, il y en aura combien à J1, et ainsi de suite. Donc, le lendemain, on m'annonce que sur les 16 follicules, il y a 10 ovocytes. Je me dis, mais c'est top, c'est top. En plus, voilà, avec le syndrome des ovaires polykystiques, ils n'ont pas de bonne qualité, donc, ok. Le surlendemain, on m'annonce que sur les 10, il y en a 7 qui ont été fécondés. Donc là, youhou, ça bronche champagne. Et puis ensuite, on me dit, bon, voilà, J3, il vous en reste 7 et on vous propose un transfert. Ok, d'accord. Donc, bah, je retourne à la clinique. Après toute la logistique, en plus, il fallait faire des tests PCR à l'époque. Enfin, c'était compliqué, mais voilà. Donc, je retourne à la clinique. Je fais le transfert en frais. On me dit que c'est un excellent embryon. Disons que je fonde pas d'espoir parce que paradoxalement, j'avais beau avoir mis toutes les chances de mon côté, je suis partie en tête que le premier essai serait pas le bon. Et puis, comme on m'avait toujours dit, voilà, tu seras en parcours PMA, tu vas galérer, et ainsi de suite. Je m'étais toujours dit, voilà, le premier sera pas le bon. Donc j'y vais, une super embryon, ok, d'accord. Bon, bah, on transfère, je rentre le lendemain, et le seul truc sur lequel je suis obnubilée, c'est combien vont aller à J5 et vont être congelés. Et quelques jours plus tard, j'ai des nouvelles de la clinique, et là, c'est la grosse douche froide. Et elle me dit, bah, en fait, il reste 2 embryons à J5. Donc je suis passée de 7 à 2. 7 à J3, 2 qui restent à J5. Je fais, ok, bon, bah finalement, c'est pas plus mal que j'ai fait le transfert en frais. Et ouais, sacrée douche froide, parce qu'au final, oui, ils ont dégénéré. Donc bon, après, c'est cohérent avec le syndrome des ovaires polykystiques, le fait qu'ils soient pas de bonne qualité, mais c'est quand même décevant à partir de 16 follicules pour arriver, voilà, à 2J5, c'est pas évident, quoi. Et finalement, je reste un peu sur cet échec que je considère vraiment comme un échec. Et je reviens, j'ai encore une semaine de vacances. Et là, en toute honnêteté, mais j'occulte le fait que j'ai eu un transfert frais, quoi. Je vis ma vie. Et quand j'entendais, ouais, les 14 jours les plus durs, les machins, les tests précoces, alors ça, moi, c'est déjà hors de question. J'ai besoin d'être rassurée, d'avoir du sûr, donc c'était forcément la prise de sang. Et donc, la clinique m'avait dit, voilà, vous faites une prise de sang à telle date. Et je crois que je devais être même à DPO 17, un truc comme ça, parce qu'ils voulaient encore un peu plus de temps. Et en fait, j'oublie complètement de la faire. Et finalement, ma sœur et ma mère qui attendaient l'information me contactent en me disant mais alors? Et là, en fait, le matin avant d'aller au boulot, bah, je fais ma prise de sang. Et bon, je reçois un mail du labo qui me dit que les résultats sont disponibles, mais je me jette pas dessus. Et le soir, en rentrant, bah, je regarde et là, ah ben oui, c'est positif. C'est bien positif. Ah oui. Et là, j'ai comme un bug parce que j'étais persuadée que ça ne marcherait pas du premier coup. Et je me dis, non, mais c'est pas vrai, en fait. Dans ma tête, j'avais déjà prévu que ce serait pas ce mois-ci que je tomberai enceinte, mais que je referai une tentative de tech à tel moment, tel mois de l'année. Donc, je serai enceinte. Mon congé maternité tombera à telle date. Mais en fait, pas du tout. Ça chamboule quand même tout ce que j'ai prévu. Et donc, ils redemandent des prises de sang 48 heures après. Et là, le taux quasi double. Donc, je me suis dit, ah ben en fait, ça a marché. Ok, bon. Là, on se sent un peu seul. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un parcours, la PMA nous demande énormément de temps, d'énergie, de disponibilité. Et puis quand le test il est positif, et on se dit, bon bah merde, alors en fait maintenant je fais quoi? Et donc, je repars voir mon gynéco. Félicitations, l'écho de datation. Et voilà, je fais le suivi avec lui et tout se passe bien. J'ai un premier trimestre de rêve, parce qu'à part la fatigue, j'ai pas de nausées, pas de vomissements. On est encore confiné, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile avec la fatigue de faire des siestes, ce genre de choses. Donc ouais, ouais, tout va bien. Premier trimestre, nickel. Deuxième trimestre, tout se passe bien. J'arrête le sport, parce qu'à ce moment-là, les douleurs ligamentaires s'installent aux joints sciatiques. Je fais le test du diabète
qui se révèle pas mauvais, franchement, par rapport à ce qu'on avait comme prévision avec mon endocrino. Finalement, c'est que la deuxième heure qui bug. Donc, elle me dit, on va commencer par un régime et on va voir ce que ça donne. Et comme, voilà, j'étais toujours dans cette mouvance, j'avais perdu du poids avant, donc le régime fonctionne très bien pour moi. J'ai pas de soucis. Donc, finalement, je poursuis ma grossesse. Tout va bien, en fait. Il y a rien voilà, qui fait que ça ne va pas. Début octobre, je commence un peu à fatiguer. Les déplacements, heureusement, s'arrêtent. Et mon gynéco, me voyant fatiguée, décide de faire passer la sage-femme à domicile. Il me dit, j'ai pas d'indication particulière, tout se passe bien, mais voilà, je préfère. Donc la sage-femme passe une fois par semaine et tout va bien. Enfin voilà, rien d'exceptionnel. Mois de novembre, je m'oriente lentement mais sûrement vers mon congé pato. Et puis je dis à mon gynéco, voilà, enfin, j'avais déjà pas voulu être arrêtée, mais là je lui dis, bon, ça commence à tirer, je commence à fatiguer, donc je vais prendre mes 15 jours, enfin 14, je crois, de congé pato, et m'arrêter plus tôt. Il me dit, mais très bien, ok. Donc ça me permettait aussi professionnellement de mettre les choses en ordre. Et donc je termine le boulot le vendredi 19 novembre. Le week-end se passe très bien. Je pense que je dors tout le week-end. Du coup, t'es à combien de semaines là, à ce moment-là? 32. 32, ok. Ouais, 32 semaines. Je me repose enfin et je me dis, je vais aussi commencer la préparation parce que j'étais tellement absorbée par le boulot que je n'avais strictement rien fait. Enfin, j'avais commencé à commander les meubles et le lundi, les meubles arrivent. Le soir, 17h30, la sage-femme passe. Tout va bien. Cœur du bébé, tout est nickel. Les analyses sont excellentes. Ok, bon, on se dit à la semaine prochaine. Et le mardi 23, donc je me lève, tout va bien, j'avais des courses à faire. J'ai même le temps d'aller en institut de beauté, me faire un petit soin. Enfin voilà, tout va très bien jusqu'en début d'après-midi où je commence à pas me sentir très bien, mais des douleurs abdominales. J'appelle la maternité qui me demande si j'ai des contractions. Je dis non, pas de contractions. Voilà, T'en avais déjà rien. eu? Tu savais ce que c'était? Des contractions, non, non, j'en avais pas eu, mais voilà, je savais que voilà, mon ventre ne se contractait pas, mon bébé bougeait beaucoup, j'étais fatiguée parce que il avait aussi fait la Java, ça faisait quand même 24 heures que voilà, il bougeait non-stop Mhm. et que voilà, j'étais aussi fatiguée à cause de ça. Donc, je sais que ce sont pas des contractions. Elle check, pas de saignement, machin. Elle me dit, et puis elle me dit, voilà, c'est vraiment sûrement abdominal, gastrique. Donc, on est en pic d'épidémie de gastro, c'est sûrement ça. Allez voir votre médecin traitant. J'appelle un médecin pas très loin de chez moi, qui peut pas me prendre parce qu'il est débordé, effectivement, il me dit en plein pic. Il me dit tout ce que vous avez à faire, c'est de vous hydrater. Et tant que voilà, vous identifiez qu'il n'y a pas de contraction, que le bébé continue à bouger, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, reposez-vous. Donc, ok, je m'installe dans mon canapé à essayer de lire. J'essaie de me reposer, de m'hydrater, et j'y arrive pas parce que mon fils, mais voilà, il fait des cabrioles à l'intérieur, mais je me dis c'est pas possible. Enfin, il déménage. Hein, Il est voilà, en train de monter les meubles qui viennent d'arriver. voilà, c'est exactement ça. Et j'arrive pas à me reposer, donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Et ce qui se passe, c'est que mon père devait venir chez moi pour que j'emmène à l'aéroport de Nantes à 4 heures du matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi, quoi. Donc là, je me dis oulala, mais il va falloir quand même que tu fasses une sieste parce que tu vas te lever à pas d'heure. Et ça va être compliqué, quoi. Vers 16h30, 17h, donc le bébé arrête de bouger et je me dis, bon, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça bouge pas tout le temps, enfin, ça dort. Donc tu ne t'en fais pas. Je sens vraiment la fatigue parce que voilà, j'avais pas dormi non plus la nuit dernière parce que voilà, douleur ligamentaire, sciatique, j'avais une ténosynovite au poignet droit et au bras et à l'épaule droite. Et voilà, ça faisait beaucoup de choses qui faisaient que je me suis dit, tu vas te reposer, et puis tu accueilleras ton père. Donc, il devait arriver sur les coups de 20 heures. J'appelle ma mère. J'ai dit, écoute, donne-lui le double des clés de l'appartement parce que voilà, je pense que quand il va arriver, je serai sûrement en pleine sieste. Je vais me coucher sur les coups de 18 heures en me disant que voilà, quand mon père va arriver, 20h, 20h30, je me réveillerai à ce moment-là. Et en fait, c'est mon père qui me réveille. C'est les coups de 20 heures. Je l'ai absolument pas entendu arriver. Et quand il me réveille, j'ai toujours mal au ventre et je suis extrêmement fatiguée, mais vraiment fatiguée. Et voilà, je lui explique ce qui s'est passé. Il me dit ça te ressemble pas. Et cette fatigue, je vois pas d'où elle vient, quoi. Donc il m'auscule, pas de contraction. Je lui dis j'ai toujours mal au ventre, je sais pas pourquoi. Le bébé, je lui dis voilà, il a bougé à tel moment, là il s'est arrêté. Donc il me dit bon, il est médecin, donc il me dit oui, ça bouge pas non plus tout le temps, donc c'est peut-être son heure et je comprends que tu te
sois reposé. Donc, il m'ausculte, hein, pas de fièvre, pas de saignement. Enfin, il me demande si j'ai des saignements. Je lui dis non, non. Il me dit, mais moi, je suis pas rassurée. On va devoir se lever à 4 heures du matin. Je suis pas rassurée de te laisser comme ça, quoi. Parce que lui, il prenait l'avion pour repartir à Brazzaville. Et il me dit, bon, je préfère qu'on fasse un tour aux urgences pour rien. Oui. Et parce que du coup, j'ai pas du tout envie d'y aller. Je me dis, non, mais ils vont me renvoyer, on va faire un monito. Enfin, la sage-femme est passée la veille. Il y a, voilà, à part peut-être la gastro qui traîne et encore. Enfin, j'ai jamais eu la gastro ni la grippe de ma vie. Donc, c'est vrai que je sais pas trop à quoi m'attendre à part ce qu'on en dit. Et lui, il me dit, non. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Il y a autre chose. Je le sens pas. Ok, donc on appelle la maternité qui me dit, ben voilà, c'était une clinique privée, les urgences, elles sont vides, passez vous rassurer, il n'y aura pas de problème. Là, je sens que ça devient compliqué parce que j'ai dû énormément de mal à sortir de mon lit et quand je sors de mon lit, je suis pliée en deux. Mais vraiment, j'ai du mal à me redresser, voilà, c'est compliqué, je m'habille, je prends mon dossier et avec mon père, on va aux urgences. Et arrivé sur place, je retrouve une sage-femme que j'avais vue la semaine d'avant parce que mon gynéco, bah voilà, fin du 7e mois, avait arrêté de me suivre et avait fait la bascule. Donc, j'avais eu une consultation, un monito, la totale, le mercredi d'avant dans cette clinique. Donc, voilà, oh là là, vous revenez, vous avez une petite mine, bon, on va vous examiner, voir. Parce que voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais bon, pas d'inquiétude. Donc, on m'installe tout de suite les urines. Ok, et elle me prend la tension qui est bonne tout de suite, 12,8. Ok, bon. Elle C'est me pas dit de la voilà, prééclampsie a priori. voilà, exactement. Il n'y a aucun signe, j'ai pas d'œdème. J'avais perdu, donc sur les 25 kilos pour la grossesse, j'en ai repris 8 à ce moment-là. J'ai pas d'œdème, je suis pas gonflée. Très vite, la prééclampsie est écartée parce qu'il n'y a aucun symptôme, aucun signe avant-coureur, pas de saignement. Ok, d'accord. On me dit bon bah, on va faire un monitoring. Et là, en fait, elle a du mal avec les électrodes. Et là, j'ai une première alerte en me disant, mais il a toujours eu la tête en bas. La sage-femme vient toutes les semaines. La semaine d'avant, elle l'a eu, donc je sais où est placé le cœur. Il a beau avoir bougé, je sais où est placé le cœur. Elle se démonte pas et elle dit, oh bah, vu comme voilà, il fait souvent, il bouge beaucoup, je vais chercher l'appareil pour une échographie pour bien voir où il est. Comme on est appareillé, la deuxième tension prend, donc ça sonne, ça fait un bruit de dingue, mais toujours 12,8. Et donc là, elle revient avec l'appareil. Donc elle place la sonde. Et là, ouais, c'est blackout total, le drame, parce que je vois mon fils à l'écran et je vois aucun mouvement et je n'entends rien. Et là, je lui dis, il n'y a pas d'activité cardiaque là, hein. Et en fait, elle essaie de se rattraper en disant non, mais j'ai pas mis de son et puis j'arrive pas trop bien. Je vais chercher la gynéco de garde parce qu'elle saura mieux que moi trouver la bonne position. Et enfin voilà, je me dis je suis pas dupe. Et là forcément voilà, mon cœur commence à battre la chamade. Forcément, j'ai un pic de tension qui arrive à ce moment-là. La gynéco arrive, qui regarde ma tension, qui dit oh là là, 17 quelque chose, vous avez une tension élevée, madame. La sage-femme qui lui dit bah non, toutes les analyses sont bonnes. Et du coup, elle me dit, bon ben voilà, ma collègue n'a pas réussi à trouver comment installer le monito, donc permettez que je fasse l'échographie. OK. Sauf que là, en fait, elle tourne l'écran vers elle. Donc là, déjà, bon, enfin, dès la première image, pas de rythme cardiaque, voilà, je sens que c'est pas bon. Et là, le fait qu'elle tourne l'écran vers elle, Bah, dans tu ma te tête, dis, je il y sais a que un c'est truc pas qu'elle bon. veut pas voir, ouais. Qu'elle veut pas que Voilà. je Et en vois. même temps, j'imagine pas que ce soit ça, en fait, que ce soit la fin. Et donc là, elle pose la sonde et elle bouge pas beaucoup. Et là, je lui redis, mais en fait, il n'y a pas de rythme cardiaque. Et en fait, elle me regarde, elle me dit, non, je suis désolée, c'est terminé. Et là, le monde s'écroule, en fait. Le monde, c'est indescriptible. Je pense qu'il y a, voilà, il y a que les parents qui sont passés par là qui peuvent comprendre. Quand, voilà, on te dit, enfin, ouais, c'est terminé, quoi. J'avais pas donné le prénom de mon fils et du coup, bah voilà, je me mets à hurler son prénom voilà, dans tout l'hôpital, hein, Samuel. Enfin, c'est pas possible. On se dit, c'est pas possible. Enfin, Ton père était encore avec toi à ce moment-là? ouais, 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 à ce moment-là, il est encore avec moi. Il essaie de me réconforter comme il peut, mais lui aussi, il est démuni. Bah après, voilà, c'est un père, donc forcément, il sait pas comment faire face à la douleur de son enfant. Il a beau être médecin, hein, mais il Mm. me prend dans ses bras. La gynéco, voilà, qui me confirme que, bah, effectivement, la grossesse est arrêtée, que parfois ça arrive sans qu'on comprenne pourquoi, parce que du coup, elle a eu le temps d'échanger quelques mots avec la sage-femme, qui lui dit que, bah non, les urines sont bonnes, les deux tensions, les deux premières sont nickel.
pas d'œdème, enfin voilà, rien. Donc du coup, les deux femmes sortent, médecin et sage-femme, et voilà, nous laisse mon père et moi accuser le coup pour la nouvelle, quoi. Ouais. Et c'est ouais, ça restera le pire jour de ma vie, de me dire, t'arrives, t'es au début du 8e mois en fait, et tout s'arrête. Et alors que tu te dis, enfin, pour toute femme enceinte, les premiers mois sont les plus difficiles parce qu'on a la fausse couche en tête. Et quand on passe les étapes, les échos les unes après les autres, les mois, on se dit pas que c'est sur la fin que ça peut merder, en fait. C'est acquis. Sauf que là, non, en fait. Donc, la gynéco revient et donc elle dit, bon, ben voilà, on va vous faire d'autres examens, on va vous préparer pour un accouchement voix basse et j'irai contacter l'anesthésiste pour faire une péridurale parce qu'elle me dit, ben voilà, ça sert à rien que vous souffriez physiquement parce qu'on va vous déclencher. Donc, elle fait sortir mon père. Donc là, la sage-femme s'occupe de moi. Donc, voilà, m'aide à me déshabiller, m'examine. Donc, un col totalement fermé, pas près du tout. Prise de sang, donc ils sont envoyés en urgence. Je fais toujours l'attention qui du coup est quand même un peu élevée, mais bon, la gynéco l'écarte vite parce que voilà, c'est la nouvelle, puis voilà, les 2 premières sont bonnes, donc elle s'occupe pas tellement de ça. Et ensuite, donc voilà, elle essaie de me réconforter comme elle peut, elle fait re-rentrer mon père, elle va prévenir l'anesthésiste pour la péridurale, et donc elle refait rentrer mon père qui essaie de me réconforter en disant qu'il va rester près de moi, que voilà, qu'il est désolé pour moi et que voilà, enfin, il sera là pour la suite, quoi, parce qu'il devait prendre son avion en plus. Enfin, je suis dans des considérations, mais vraiment à milieu de tout ça. La sage-femme a préparé et la gynécologue revient. Elle me dit, ben voilà, l'anesthésiste a 2 patientes avant vous et ensuite il vient vous poser la péridurale. Elle me dit, est-ce que je peux faire une dernière échographie? Ben voilà, pour vérifier comment Samuel est positionné. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dès que j'ai donné le nom de mon fils, toute l'équipe médicale l'a appelé par son prénom. C'était pas le bébé, c'était pas lui le garçon, c'était vraiment Samuel. Donc je donne mon accord. Enfin voilà, l'appareil est pas tourné vers moi, donc enfin l'écran est pas tourné vers moi, donc elle fait une échographie. Et en fait mon père, ben voilà, forcément il est médecin, donc il regarde et il est interloqué par une image et il lui dit mais ça ressemble à un hématome, c'est pas un hématome. Et là la gynécologue s'arrête et elle dit effectivement ça ressemble à un hématome. Donc elle commence à prendre les mesures. Et je pense qu'entre mon père et elle, il y a quand même un dialogue silencieux. Et du coup, elle me pose des questions. Comment s'est passé le déroulé de la grossesse, par qui j'étais suivie. Elle avait eu le temps de prendre connaissance du dossier. Mon gynéco libéral était un ancien collègue, donc ok, tout va bien. À quel moment j'ai arrêté de sentir Samuel? Et là, je lui dis vers 16h30, 17h. Les douleurs abdominales, je lui dis ça a commencé vers 14h, mais sans que ce soit... Enfin, j'étais pas pliée en deux à ce moment-là, donc et j'avais appelé la maternité, ok, d'accord. Et du coup, elle me dit, bon voilà, à quel moment il a arrêté de bouger, à quel moment vous êtes endormi. Elle demande à mon père de décrire un peu l'état de fatigue dans lequel il me trouve. Il m'a trouvé chez moi. Et donc, elle confirme, elle dit effectivement, c'est un hématome. Il fait 10 cm par 8. Et là, du coup, elle s'arrête de me parler. Je pense que voilà, la conversation silencieuse continue entre elle et mon père. Et elle sort avec la sage-femme. Et c'est mon père qui m'explique, qui me dit, mais en fait, là où l'hématome est placé, il est sous le placenta, donc tu fais une hémorragie interne, d'accord? Je dis ouais, bah pourtant je saigne pas, enfin je comprends pas en fait. Il me dit tu fais une hémorragie interne. Au vu du timing que tu nous as annoncé, tu es encore en train de saigner, mais la sage-femme t'a ausculté et t'as aucun saignement externe. Mais elle dit ils vont sûrement prendre la décision de t'opérer et ça n'a pas manqué, hein. Je pense que 10 secondes après, je vois voilà tout le monde débarquer code rouge et là on m'embarque. Et bah, là, c'est de la chance parce que voilà, mon père est médecin et que il me suit quasiment jusqu'au bloc, hein. Il discute avec la gynéco en disant effectivement, elle fait une hémorragie interne massive. On ne sait pas d'où ça vient. Ma tension, entre-temps, était redescendue. Les analyses de sang étaient revenues, tout était bon. Et aucun signe extérieur, si ce n'est que j'avais mal au ventre. Donc, on ne comprenait pas. On dit on ne comprend pas. Donc oui, mais par contre, on sait qu'elle fait une hémorragie. Donc, on me prépare pour le bloc. Anesthésie générale, donc césarienne d'urgence, code rouge, parce que mon pronostic vital est engagé. Et ce que je sais plus tard, c'est que donc au moment où ils ont découvert l'hématome, il faisait 10 cm par 8.
Juste avant de commencer l'intervention, ils ont repris les mesures, ils faisaient 10 cm par 12. Et au moment où ils m'ont ouvert, ce qui a été quand même assez rapide, ils faisaient 12 cm par 15. Ouais, parce que je crois que code rouge, c'est que tu as 5 minutes pour sortir. Voilà. Donc, du coup, ça va à une vitesse. Forcément, Samuel étant décédé, c'est pas la priorité. La priorité, c'est l'hématome. Le compte-rendu qu'elle me fera plus tard, c'est que, en gros, donc l'hématome, 12 cm par 15. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une hémorragie interne. J'ai fait une hémorragie interne parce qu'une de mes artères utérines a éclaté, sans qu'on comprenne pourquoi. Et au lieu de saigner, ce qui aurait dû se passer, c'est que j'ai eu un trouble de la coagulation pile poil à ce moment-là. Donc le sang a coagulé, il est resté là, et du coup, c'est le seul endroit où il pouvait aller, c'était sous le placenta. Donc en fait, il a soulevé le placenta et il a privé Samuel d'oxygène tout de suite, en fait. Donc elle m'a dit, il n'a pas souffert, c'était instantané, quoi. Ok, mais par contre, il était encore coagulé quand on a ouvert. Donc on a pris la décision d'ouvrir plus grand pour pouvoir le sortir en un seul bloc, pour éviter qu'il y ait des caillots qui partent à gauche à droite et que là, du coup, on frôle une défaillance multiviscérale, que ce soit compliqué d'aller récupérer les caillots. Ils ont pu identifier, prendre les contours, ils l'ont sorti. Donc, elle me dit, il faisait plus d'un demi-litre. Et quand, forcément, ils l'ont identifié, ils l'ont sorti, bah oui, mon artère utérine a éclaté parce que j'ai perdu un autre demi-litre de sang, quoi. Donc, ouais, j'ai perdu quasiment 1,2 litre sur la table. C'est ce qui expliquait que tu étais très fatiguée aussi, cette C'est hémorragie. ça, exactement. C'est l'hémorragie qui fait que le seul symptôme que j'avais, c'était la fatigue et plus tard le mal de ventre parce que l'hématome commençait à prendre de la place. Mais du coup, en gros, si mon père n'avait pas été là, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, je serais partie dans mon sommeil, quoi. Si mon père m'avait pas réveillée en arrivant pour savoir comment j'allais, ou qu'il n'avait pas insisté pour qu'on aille aux urgences, je me serais endormie. Sauf que quand il serait venu me chercher à 4 heures du matin pour aller à l'aéroport, j'aurais fait une hémorragie massive et on n'aurait pas pu me réveiller, quoi. Du coup, on m'opère. Donc, il s'occupe de l'hématome en premier, de mon artère. Et ensuite, ils sortent Samuel. Et je file en salle de réveil où je retrouve mon père, qui me rassure en me disant que l'intervention s'est bien passée, qu'il a eu le temps de discuter avec les médecins. Il m'explique, ce qui s'est passé. Il m'explique aussi qu'il a vu Samuel, qu'il l'a pris dans ses bras. C'était important pour moi que Samuel soit pas seul. Et que j'ai un beau bébé et que je peux le voir. Parce que ça, vraiment, c'était dur. Et la gynéco entre pile poil à ce moment-là pour me faire le compte rendu en me disant elle me redit la même chose que mon père. Pour Samuel, il y avait rien à faire, quoi. On n'a rien vu, il n'y avait aucun signe avant-coureur, il n'y a pas eu de symptômes. Très rapidement, elle me déculpabilise en me disant non, mais le mal de ventre, c'est anecdotique. Vous auriez dû saigner, il n'y aurait pas dû y avoir de trouble de la coagulation. On aurait dû avoir un problème au niveau de votre tension artérielle. On ne comprend même pas que vous soyez arrivé aux urgences avec une tension normale alors que vous aviez une hémorragie massive, une hémorragie interne qui était massive. Enfin, il n'y a rien qui déconnait, quoi. Elle me dit, vous seriez arrivé, je ne sais pas, sur les coups de 17 heures. Elle me dit, vu le déroulé, le cœur de Samuel battait encore et on suppose que vous n'aviez pas encore, l'hémorragie n'était pas suffisamment massive pour que ça donne des signaux d'alerte. Donc, on vous aurait renvoyé chez vous de toute façon, après un monito. Elle me déculpabilise, elle m'explique bien les choses, mon père aussi. Elle me dit que l'intervention s'est bien passée, qu'ils ont sauvé mon artère utérine et que ça m'empêchera pas d'avoir d'autres enfants. Je t'avoue qu'à ce moment-là, c'est un peu le cadet de mes soucis et du coup, elle finit par me demander si j'ai envie de voir mon fils. Et mon père, comme il m'a rassuré avant, je lui dis oui. Et là, le temps s'arrête et donc elle envoie quelqu'un récupérer Samuel pour me le présenter dans une magnifique couverture. Et je rencontre mon bébé pour la première fois. Et c'est ce moment-là, c'est à la fois le plus beau de ma vie parce qu'on pose les yeux sur la prunelle de ses yeux. Et c'est aussi le plus douloureux parce qu'on sait que on n'aura pas d'autres moments en fait. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify.
Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite!